Aujourd'hui, Extra Naturel, comme chaque semaine, parle du dossier de Terra Cultura, le dossier de la semaine, abordé avec Damien Lafont, photographe, pro, et rédacteur en chef de Terra Cultura. Bonjour Damien. Bonjour Frédéric. Je rappelle que Terra Cultura, c'est un magazine en ligne, associatif, indépendant, lié à la nature, aux traditions, à l'environnement. C'est à retrouver sur terra-cultura.com. Le dossier de la semaine, c'est les flamants roses. Vous étiez où? Alors, les flamants roses, on va dire que quand je suis en France, à côté de chez moi, dans le sud, on a une lagune à côté de Canet-en-Roussillon. Et on a la chance, quand on se débrouille bien et qu'on arrive à passer un petit peu derrière, dans une zone protégée qui est une zone Natura 2000, d'avoir une colonie de flamants roses qui passe beaucoup de temps à l'année, en fait, donc sur cette lagune, qui est vraiment propice pour leur évolution. C'est un très bel habitat. Donc, dans le sud de la France, alors on a tendance à penser que c'est souvent en Camargue, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup en Camargue, mais on va dire qu'à 10 minutes de chez moi, j'ai un spot incroyable. Alors, les flamants roses, donc cet article nous apprend un peu comme à l'habitude et à l'accoutumée plein de choses sur les espèces que vous abordez, que ce soit des fleurs ou des animaux. Là, cette espèce-là, dont vous disiez qu'elle était presque résidente, mais il y a quand même une migration qui s'effectue pour les flamants roses. Et vous m'aviez appris aussi, vous m'avez appris que, il n'y avait pas que les flamants roses dans la vie, il y a aussi les flamants rouges, des espèces différentes selon les continents, c'est ça? Exactement. Ceux que vous avez observés, c'est lesquels? Alors nous, c'est les flamants roses. Ils sont roses à cause de leur alimentation. Ça va teinter la plume en rose. Mais à la base, si on regarde un petit peu plus bas dans le site internet, il y a des photos. Alors, on pourrait penser qu'ils sont juvéniles, mais les flamants, ils peuvent être gris. Et c'est avec le temps, en fonction de ce qu'ils vont manger, que ça va teindre les plumes. Alors ceux-là, ils viennent vraiment d'Europe. C'est ceux qu'on croise dans les migrations qui partent du nord de l'Europe et qu'on va retrouver en fonction du temps jusqu'au Sénégal, au lac Rose. Et puis, ils ont tendance à remonter. Avec le changement climatique, l'adaptation aussi du climat dans le sud de la France qui a quand même évolué, on a tendance à les voir un peu plus longtemps et les voir nicher. Et puis, certains ne repartent pas puisque l'habitat est propice pour leur développement. Donc ils peuvent rester assez longtemps sur place, c'est ça? Peut-être le temps de la nidification? Ils sont pas censés être Non. nicheurs ici, ils sont censés être de passage. Maintenant, moi, j'ai eu l'occasion d'y aller régulièrement à plusieurs saisons et je dois dire qu'à toutes les saisons, j'ai vu des groupes. Alors nous, on en a à peu près 80, peut-être une centaine par colonie, on va dire de 30, 40 qui vont être répartis un peu sur la lagune. Mais à toute saison, j'ai l'habitude de les voir. Là, je vais y aller encore mercredi pour faire quelques photos parce que c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Puis c'est magique, quoi. C'est très beau à voir. Et à l'inverse de ceux qu'on voit en Amérique centrale, par exemple, ou même jusqu'en Amérique du Nord, ou sur l'île d'Aruba, qui peut être connue dans les Caraïbes, par exemple, c'est des flamants qui sont encore plus teintés et qui sont presque rouges. Donc c'est une espèce différente, mais qui a les mêmes caractéristiques. D'accord. Alors, vous parlez de votre approche, vous dites je vais y retourner. Comment ça se passe? Vous me disiez quand vous aviez lancé votre cagnotte sur Hello Asso que vous donniez des conseils aussi à ceux qui voulaient les entendre et qui vous les demandaient sur les techniques photographiques, sur la façon d'approcher. Alors bon, une fleur, ça, Ça ça bouge va, moins. ça bouge pas trop. C'est moins farouche qu'un flamant rose, je suppose. Euh, Comment vous vous y prenez? Alors vous dites, je vais y retourner. Est-ce que vous vous y prenez en plusieurs fois? Est-ce que vous vous postez là-bas? Comment se Ouais, c'est un passe peu ça, hein. l'approche? Est-ce que vous y allez à différents moments de la journée? Est-ce que vous y restez toute une journée? C'est un peu ça en fait. Je vais d'abord étudier la journée parce qu'il y a des moments qui sont plus propices quand il y a du vent par exemple. L'idéal ce serait d'avoir une journée ensoleillée avec peu de vent pour faire de belles photos. Le matin ou le soir, c'est toujours les meilleures lumières. Mais voilà, ça va vraiment dépendre du moment de la journée. Donc je pars le matin, je me rends sur la zone et j'ai un peu de marche quand même. Donc je dois remonter une espèce de petite rivière qui me prend une demi-heure de marche.
Et à partir de là, on commence à voir des sons. On entend un petit peu au loin le son du flamand. Donc, je sais déjà la présence. Et à partir de cette présence-là, je vais commencer à évaluer la distance avec le matériel que j'ai. Donc, j'ai plusieurs types d'objectifs. Et là, on va être sur des longues focales. Donc, pour les initiés, moi, je pars entre 100 et 500 millimètres. Je vais venir avec un trépied. Et puis, je vais essayer de me poster derrière des petits buissons. Je vais éviter les couleurs flashy, même si eux sont roses, flashants. Moi, je vais essayer d'être, on va dire, de me camoufler pour être le moins visible possible. Et puis, je vais me poser derrière ce petit buisson, être dans l'attente et puis voir parce qu'il y a du passage en vol aussi. Donc, ils ne nous voient pas forcément. Ils peuvent passer sur plusieurs côtés. Et ils ont, je ne sais pas si c'est une habitude, mais moi, chaque fois que je vois, pour habitude d'être à ce même endroit, plus ou moins loin. Alors des fois c'est à 5 mètres et puis alors, des fois c'est à 50 mètres. Alors c'est vrai que quand c'est à 5 mètres, c'est une chance énorme parce qu'on a la chance de pouvoir faire des photos de close-up, de les voir de près avec les objectifs, ça fait de belles images. Et puis oui, je peux rester en fonction du temps 2, 3, 4 heures. Et puis si j'ai pas de chance, je vais marcher, je vais remonter la lagune à travers on va dire la broussaille, c'est pas évident, j'ai des bottes. Et puis, je vais me poser à un autre endroit. Et il faut aussi être honnête en se disant, c'est la nature, ça se commande pas. Il y a des fois, j'y suis allé, et puis je suis revenu bredouille, disons. Et je vois toujours d'autres choses. Il y a toujours de belles choses à voir. On peut voir des martins pêcheurs, des aigrets, des hérons. On peut voir, la dernière fois, j'ai vu des ibis qui venaient du sud, du nord de l'Afrique. Égypte, Euh, oui. ouais, Égypte, ouais. J'ai eu beaucoup de chance, très, très, très content. Donc, de toute manière, on voit des choses. Mais oui, faut retenter, il faut essayer, il faut être patient, il faut avoir le bon matériel, une paire de jumelles aussi pour voir un petit peu au loin. Et puis après, c'est au petit bonheur la chance aussi, hein. Alors, vous avez parlé de votre focale, des zooms que vous utilisez. Quel appareil vous utilisez? Est-ce que vous en utilisez plusieurs ou est-ce que c'est toujours le même? J'en ai deux. Quand je vais sur ce type de photo, oui, de photographie journée, j'en prends un seul avec deux objectifs. J'en ai un qui est polyvalent, qui est un 24-70 ou un 24-105 mm, qui me permet de faire des photos de l'environnement en général. C'est intéressant de voir aussi avec du recul euh, l'étendue de la zone, ce qui permet aux gens de voir dans quelle proportion ils vivent. Et puis, je vais avoir un autre objectif, alors soit un 100-400 ou soit un 100-500 mm. Ça pourrait être aussi un 600 mm ou un 800 mm, mais j'ai pas forcément les moyens pour ça. Donc, moi, je vais aller sur un 100-500. Ça reste aussi. Euh, ça permet de bouger dans l'image, disons. Et puis 500 mm, ça offre quand même de bonnes choses, quoi. Ça permet, comme on voit sur les photos, d'être à 30-40 mètres de distance, même un peu plus, et puis de quand même pouvoir avoir quelque chose. Et puis en termes de matériel, oui, j'utilise souvent le même, une gamme. Moi, je suis chez Canon. Alors, je ne suis pas forcément de pub pour Canon, mais c'est pour moi un outil, simplement. Je ne je vais pas préférer Sony à Canon ou à Nikon. J'ai mes habitudes sur mon boîtier, je l'aime beaucoup. Maintenant, si je devais changer, c'est arrivé, je le ferais sans hésiter. Moi, je vis pour la photo, pas pour le matériel. Je suis très mauvais en conseil matériel d'ailleurs. Si vous me demandez, je ne vais pas pouvoir vous aider. Alors moi, je vous écoute, mais franchement, voilà, j'y comprends pas grand-chose, hein. Je- C'est pour ça qu'on fait des workshops et qu'on propose aux gens de je- venir, je- d'expliquer voilà, ouais, les je prends des techniques de photos cadrage. avec mon smartphone et je crois que ça s'arrête à peu près là. Donc, on va revenir sur les flamants roses, puisque c'est l'article de cette semaine. Euh, Dans vos articles, en général, vous faites des petits focus sur les habitudes, sur les caractéristiques, les particularités des espèces, que ce soit végétales ou animales. Alors, vous disiez tout à l'heure que un flamant rose allait migrer vers le lac Rose du Sénégal, qu'on connaît pour sa particularité. On peut comprendre là que les flamands deviennent très roses, puisque Rose, ouais, ouais. ils baignent dans le rose. Mais quelle est leur nourriture? On apprend par exemple que pour se nourrir, ils ont un système de filtration incrusté dans le bec, c'est ça? Ouais, alors c'est pas les seuls à avoir ce système-là. On voit déjà, si vous avez observé, les canards manger ou les cygnes, ils vont plonger le bec dans l'eau et puis ils vont filtrer. Ils ont deux petits trous ici qui servent aussi à faire rentrer et puis à filtrer
comment, l'eau pour manger et puis aller déterrer des petites touffes d'algues, etc. Là, le flamant rose, il a une espèce de langue avec des lamelles. Il va pomper de l'eau et puis ça va rentrer donc dans son bec. Et ils ont en général tendance à manger tout ce qui est nutriment de la lagune. Et puis après, ça va être des petites crevettes. C'est souvent ces petites crevettes roses qui vont donner cette couleur après au plumage. Et un petit peu tout ce qui est plancton, puisque c'est des lagunes, donc on est vraiment en bord de mer, avec une entrée de la mer en général dans la lagune, ce qui va aussi apporter du plancton. Donc c'est vraiment ce côté propice en alimentation qui va faire que eux vont pouvoir y rester. Et si vous avez déjà eu l'occasion d'observer ces flamands, ils passent une bonne partie de leur journée à marcher la tête dans l'eau le long de la lagune pour toute la journée quasiment filtrer, capturer du plancton, des algues, puis ces petites crevettes, quoi. Donc, ils passent le plus clair de leur temps à La se tête nourrir. à l'eau. C'est La ça. tête à l'eau ou la tête sous l'aile à se protéger du vent. Voilà. D'accord. Il y a aussi un aspect intéressant, c'est cette vie en communauté. C'est pour ça qu'on les voit toujours en groupe. Ouais. Euh, Comment ça marche? Ils protègent leurs petits, vous dites, c'est ça, de cette façon? Ils Ouais, c'est éloignent vraiment. les prédateurs, ils essayent de faire corps. Réellement, quand on regarde, ils n'ont pas vraiment de prédateurs, mis à part, on va dire, nous, si on vient les déranger dans leur habitat, si on va faire du bateau, ou si on s'approche trop près. Mais dans la vie en général, ils ont peu de prédateurs, mais ils ont ce côté de vivre en communauté, comme en colonie, comme d'autres animaux. Et on le voit beaucoup aussi dans les animaux d'Afrique, avec par exemple les éléphants, les zèbres, etc., où en fait la colonie, la masse va protéger les plus petits qui mettent du temps à se développer aussi. Et ils sont donc protégés par l'ensemble de la colonie. Alors, ça peut être des colonies de 30, mais on a vu des images en Afrique avec des colonies de milliers de flamants roses. Quand ils partent en vol, c'est exceptionnel, quoi. Ouais. Alors vous parliez, je ne sais pas du coup là si, parce que quand vous rédigez vos articles, vous vous documentez, Oui. tout n'est pas un constat visuel forcément. Vous parliez du nid très particulier euh, des flamants roses, mais Ouais. alors j'ai mis un peu de temps à comprendre et c'est en allant voir parce que vous renvoyez en fin d'article sur des sites qui permettent d'aller se documenter un peu plus sur cette espèce d'oiseau. Sur le nid en cône, alors je ne comprenais Exactement. Ouais. pas, j'ai mis où se trouve l'œuf. Alors si j'ai bien compris, l'œuf est perché en haut du cône, c'est ça? Ouais, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser la boue, les débris végétaux, ce qui va traîner dans la lagune pour constituer en fait un nid en hauteur, alors qui va être surélevé de boue, qui ressemble à un cône. Et l'idée, c'est qu'ils vont pondre l'œuf au milieu, ce qui va faire que, en gros, l'œuf va être protégé de l'éventuelle montée des eaux du milieu aquatique. Il peut pleuvoir. Il peut y avoir une tempête, ça peut faire monter l'eau de la lagune, et pour éviter d'être submergés, ils ont eu cette astuce de faire monter un petit peu le niveau de leur nid. C'est vraiment ingénieux en fait, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui vont faire des niches, qui vont creuser dans la terre, mais derrière, si il y a de l'eau, débordement, euh, près des marais, hein, les œufs ne seront pas viables. D'accord. Et une technique particulière pour nourrir la jeune progéniture, euh, c'est le lait de jabot. Et vous m'expliquiez que le lait de jabot, c'est pas forcément, ça vient pas du jabot, mais vous allez nous raconter. Puis, particularité que je ne connaissais pas non plus, c'est que ça se vend, le lait de jabot. Ouais, ouais, mais alors moi j'étais vraiment choqué aussi, enfin choqué, ça m'a fait bizarre parce que il y a certains animaux, donc enfin oiseaux qui le font comme les manchots empereurs qui produisent du lait de jabot, c'est un liquide qui va être riche en protéines, qui va contenir de la graisse aussi et des globules rouges, pour ça que ça a cette couleur rouge et ça se situe comme une espèce de glande au-dessus de la tête et ils se servent de leur bec donc pour l'extraire. Et ça ressemble à du sang, donc ça peut être un petit peu choquant. Mais ils vont derrière le donner donc à leur progéniture. Et moi, en faisant mes recherches, parce que je cherchais un lien vraiment spécifique sur le lait de jabot, et je suis tombé sur beaucoup de liens commerciaux où on vend du lait de jabot. Et bon, j'ai pas été chercher un peu plus loin, mais j'ai trouvé quasiment que ça sur Internet. Alors, c'est-à-dire que
j'imagine que des gens s'achètent ça en imaginant que ça doit être bon pour la santé. Et c'est peut-être le cas, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça a l'air d'être beaucoup commercialisé. Ah, peut-être par les Chinois, non? Qui mangent un peu de tout. Bah, c'est possible, ce serait pas étonnant, oui, qu'ils le font déjà avec les nids d'hirondelles. Ça, c'est des choses que je vois beaucoup, moi, quand je suis à l'étranger, dans les quartiers chinois, les ailerons de requin, les nids d'hirondelles, les défenses de rhinocéros, d'éléphants, la poudre, Hmm. c'est vendu en étalage, hein, c'est fou. Les concombres de mer aussi, si ça vous parle, il y en a beaucoup, quoi. Donc peut-être, ouais. Ouais, ils aiment profiter de tous les atouts de la nature. Alors, faut pas trop les bruiter parce que ça pourrait mettre en danger l'espèce si on se Donc, disait que avec la nourriture. on ne dit plus rien. Un peu comme toujours. Bon, là, c'est pas une espèce vraiment en voie de disparition. Là, ils se portent bien, les Non, flamants. non, mais et ça se porte relativement bien, mais ça pourrait l'être en fonction du changement climatique. C'est-à-dire que euh, si effectivement il commence à faire très chaud, qu'il y a les zones humides qui ne le sont plus en Afrique, ils auraient plus intérêt à y aller puisqu'ils n'auraient pas assez d'alimentation ou l'habitat serait pas propice. Donc ils se réfugieraient sur des provinces ou des régions plus dans le nord ou dans les zones méditerranéennes. Mais est-ce que nous, on aurait assez d'espace eh bien comment? J'ai oublié le mot que je voulais dire, mais pour accueillir tous ces flamants roses. Un surplus d'animaux, d'oiseaux dans une zone serait aussi mauvais pour la lagune, les lagunes, avec une surconsommation, et serait très mauvais pour les C'est autres ça, espèces. ça déséquilibrerait Donc ce le serait biotope. toujours, c'est toujours, oui, exactement, ouais, c'est toujours à la limite, quoi. D'accord. Mais c'est vrai Alors, qu'on donc en croise voilà, beaucoup. on peut s'arrêter là. Le reste est à découvrir dans l'article, tout simplement, avec de magnifiques photos. Donc, on a vu comment vous les preniez. Elles sont toutes de vous, ces photos? Ces photos, ouais, sont toutes de moi. Elles sont depuis. Je m'y intéresse là sur la région depuis 2 3 ans, donc il y a des photos plus ou moins récentes. J'en poste de temps en temps, moi, sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux, avec quelques vidéos. Donc là, je peux pas tout mettre. Mais il y a d'autres photos où on les voit en vol. On a l'impression qu'ils marchent sur l'eau. C'est magnifique, hein. Voilà, donc je vous invite à aller voir cet article. C'est l'article de la semaine de Terra Cultura. Les flamants roses, leur vie, leurs habitudes, avec de magnifiques photos. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on a à se mettre sous la dent la semaine prochaine sur votre site? Oui, alors on va faire appel à notre correspondante qu'on a un petit peu de mal à le joindre puisqu'elle est en Nouvelle-Zélande pour l'instant. C'est Svetlana qui va s'occuper de vous parler du rodéo australien. Donc c'est une pratique très culturelle en Australie. Ça commence très jeune. Il y a des images qui sont quand même incroyables et on a quelques vidéos. Donc on essaiera de faire un petit montage aussi pour vous montrer un petit peu ouais, les coulisses des rodéos en Australie. D'accord. Très impressionnant. Moi, je pensais que le rodéo était réservé aux Américains, Eh mais bien, moi aussi. Et je crois que ça vient peut-être même de là, en fait, hein. ah, On va voir dans l'article, mais elle vous en parlera mieux que nous. Mais elle a assisté à ce spectacle et elle a pu aller en coulisses et voir la préparation. C'est incroyable. voilà. Donc, ce sera un rendez-vous que je dois faire avec Svetlana, votre correspondante de l'autre côté de la planète. J'espère qu'on va réussir à se croiser parce que elle bouge beaucoup. Elle était il y a encore 15 jours en Australie. C'est pour ça qu'elle nous rapporte ce reportage. Et là, ça y est, elle est en Nouvelle-Zélande et elle a Elle est en commencé Nouvelle-Zélande, son ouais. périple. Donc, elle nous rapportera très certainement dans les semaines à venir des reportages de Nouvelle-Zélande. Ah oui, mais elle a déjà quelques idées. On en a beaucoup parlé. Euh, Ça devrait être très intéressant. On va faire quelques articles sur la culture aussi et puis sur les espèces un peu particulières qu'on trouve en Nouvelle-Zélande. Très beau. Voilà, il y a beaucoup à raconter sur la Oh Nouvelle-Zélande. oui. C'est une terre des Maoris, hein. Ouais. À très bientôt, Damien. Merci Merci. pour le rendez-vous de cette semaine et Merci pas la beaucoup. semaine prochaine parce que j'espère donc que je réussirai à Mais rencontrer oui, mais oui. Anna, mais dans 15 jours certainement. Oui, dans 15 jours. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, au revoir. Bonne semaine, au revoir.